à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Les décorations de Noël seront-elles cette année en berne ? Symbole des fêtes de fin d'année, elles doivent elles aussi faire preuve de sobriété. Reportage dans les locaux d'une entreprise fabricante dès le début de ce journal avec LMTV Sarthe. Dans ce journal également une immersion chez les experts à la française. Comme dans la série américaine, les gendarmes de la cellule d'identification criminelle nous dévoileront quelques-uns de leurs secrets. La rédaction de Télé Grenoble a pu se rendre dans leurs locaux. Manger dans l'air à 50 mètres de hauteur avec une vue imprenable sur le lac Léman, c'est l'expérience gastronomique un peu folle que viennent de vivre des clients. Une idée venue de Belgique qui, en plus d'être aérienne, est aussi locale dans l'assiette, nous dira la rédaction de 8 Mont-Blanc. Et puis en fin de journal, nous prendrons la direction de la Somme pour découvrir la seconde vie d'une piscine devenue un lieu d'exposition. Des graves aquatiques dans les bassins et les vestiaires, un sujet de WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord. Vont-elles se faire plus discrètes dans nos rues cet hiver ? Les décorations de Noël sont l'un des emblèmes de la féerie des fêtes de fin d'année. Petites ou grandes, elles n'en restent pas moins soumises aux problématiques de l'actualité et de la crise énergétique. Alors pour tenter de rassurer les collectivités, les entreprises du secteur promettent des décorations de moins en moins énergivores. Objectif pour elles, sauver leur carnet de commandes et les emplois. Exemple dans un atelier de décoration spécialisé avec ce reportage d'Enzo Maubert pour LMTV Sarthe. Les décors scintillent déjà. Dans cet atelier, c'est le grand rush. On câble, on accroche et on illumine des milliers de décorations de Noël. Un décor majestueux comme celui-là, les collectivités en raffolent. Mais avec la crise énergétique, beaucoup ont tardé à passer commande. Résultat, l'entreprise a perdu 40% de son chiffre d'affaires au mois de septembre. Il y a quelques jours, la production a finalement retrouvé sa cadence habituelle. Ça a nécessité un gros travail de pédagogie et de communication de la part de nos équipes sur le terrain pour expliquer en fait que nos décors ne consomment pas beaucoup d'énergie. Principal argument, la LED. Aujourd'hui, toutes les décorations en sont équipées. Une petite révolution qui permet de réduire de 90% la consommation d'électricité. Si on prend l'exemple de la rue des Minimes, au Mans, lorsqu'elle est illuminée pendant 45 jours, la rue des Minimes consomme, rien que pour ses illuminations, 260 kWh. Et 260 kWh, ça représente la consommation annuelle d'une seule box ADSL Internet. Mais l'entreprise ne s'arrête pas là. Elle a aussi développé ce boîtier, une sorte d'interrupteur branché aux illuminations qui permet de les piloter à distance. C'est synchronisé avec une application que les agents techniques dans les collectivités peuvent avoir sur leur smartphone. Ça permet vraiment d'optimiser la durée d'allumage des décors et d'allumer les décors que quand on a du monde en ville. De quoi rassurer les municipalités. Le Mans et Laval ont d'ores et déjà annoncé qu'elles ne réduiraient pas le nombre d'illuminations par rapport aux années précédentes. Une bonne nouvelle pour l'entreprise sartoise qui produit et livre tous les ans plus de 25 000 décors lumineux à travers le monde. Voilà, de la magie de Noël à la réalité du quotidien, c'est le porte-monnaie des Français qui est mis à mal depuis plusieurs mois entre l'inflation, la flambée des prix de l'énergie et les pénuries dans certains secteurs. Alors, si l'ensemble du pays est évidemment touché, les territoires d'outre-mer aussi le sont. En Martinique, les commerçants et les artisans sont obligés d'augmenter les prix pour s'acquitter leurs charges. Exemple, dans un garage et une boulangerie, vous allez voir un sujet d'Yvan Lemar pour Avia ATV. Dans cette carrosserie, la hausse des prix est un vrai coup dur. Ici, l'inflation rime avec augmentation des charges et pénurie de pièces, avec de lourds impacts sur l'entreprise et sa clientèle. Un véhicule qui a un simple choc arrive rapidement à la situation d'être en différence de valeur. C'est-à-dire que le montant de la réparation va coûter plus cher que la valeur du véhicule. Avec ces hausses de prix, la gestion de la trésorerie est de plus en plus compliquée. Les délais de réparation sont de plus en plus longs. Le plus souvent, on a 5 000, 6 000, 7 000 euros de pièces pour une simple réparation. On n'est pas payé très rapidement, il y a quand même un délai. Dans cette boulangerie, même constat, le coût des matières premières et les charges sont passés du simple au double. Si par exemple vous achetez un seau de beurre, on va prendre l'exemple, vous l'achetez 23 € et puis on vous dit que vous le payez à 33 €, c'est pas une augmentation pour nous. Ça, c'est exagéré. Pour faire face, le gérant a augmenté légèrement ses prix, mais la situation reste tendue.
On ne peut pas faire autrement. Là, maintenant, il faut voir avec le gouvernement martiniquais. Je ne veux pas dire que c'est le gouvernement martiniquais qui doit s'asseoir avec nous pour qu'on puisse s'habiller, parler ensemble. Du côté des clients, on gère comme on peut. Mais c'est vrai que je me déplace en faisant la liste de ce que je dois faire. Je groupe ça et je sors 1 fois ou 2 fois par semaine. Pour les gérants comme pour les clients, les aides mises en place par le gouvernement restent insuffisantes. Ils espèrent tous une baisse rapide des prix. Une baisse des prix espérée aussi en métropole et surtout dans les quartiers les plus fragiles où la situation économique peut impacter jusqu'aux besoins essentiels de chacun. En Ile-de-France, le département du Val-d'Oise offre désormais le petit déjeuner dans des établissements issus du réseau d'éducation prioritaire. Au menu, boissons chaudes, céréales, pains ou encore fruits pour bien débuter la journée. Explication au micro d'Elisa Zanetta, journaliste pour Via 95. On se rend compte que dans beaucoup de collèges, les enfants arrivent sans avoir pris de petit déjeuner. Ça occasionne de la fatigue au cours de la matinée et puis surtout beaucoup moins de concentration. Par exemple, moi chez moi, je ne peux pas tout prendre, tout ce qu'il y a là. Je peux prendre des céréales, je ne prends pas tout. Des poireaux, de la salade, du persil, des choux, du fenouil ou encore des betteraves. Les légumes prennent le pouvoir à Limoges. La ville vient de lancer son opération de culture légumes dans les espaces jusque-là réservés aux fleurs. Objectif à terme, distribuer à la population les aliments cultivés en milieu urbain. Les précisions au micro de Benjamin Delmas de la rédaction de 7 à Limoges sur place. La volonté aujourd'hui, dans la période de sobriété qu'on traverse, c'est de faire de l'utile en plus de faire du beau. Donc au lieu de cultiver des fleurs qui sont à visée purement décorative, là on cultive des légumes dans l'objectif de développer la ville nourricière. Aujourd'hui on les plante, la volonté dans l'idéal ce serait de les récolter, de les mettre à disposition du public, sauf qu'aujourd'hui on n'est pas sûr de la qualité du sol, on ne peut pas garantir non plus qu'ils soient propres à la consommation du fait de leur situation dans l'espace public. Nous, il faut qu'on s'assure de ces éléments-là avant de mettre à disposition les légumes à la consommation. La faune et la flore encore dans ce journal, car nuisible pour la biodiversité et vos nuits d'été, le frelon est en cette période automnale en pleine reproduction. Moment idéal pour s'attaquer au nid et se débarrasser de l'espèce qui aime trouver refuge dans les recoins des bâtiments. Les interventions des spécialistes sont encore nombreuses actuellement. Lisa Hervé a suivi l'une d'entre elles pour Via Occitanie. Regardez. Voilà, c'est ici que les frelons se sont installés, voilà, juste dans l'avancée de toit, là. Il y a 3 semaines, Thierry a découvert un nid de frelons asiatiques sous les tuiles de sa maison, endroit où logeaient jusque-là des abeilles. On vit pas tranquillement, là. Là, ils sont vraiment à... Si on regarde, ils sont à 3 mètres de la table où on peut manger dehors et on peut plus manger dehors, là. D'accord. Et dès qu'on ouvre les volets ou les fenêtres, ils essayent de rentrer. Alors, pour ne prendre aucun risque, Thierry a appelé un exterminateur de frelons, un spécialiste équipé et disposant des bons produits. On entend des frelons un petit peu tourner, mais à mon avis, il n'y a pas de nid, sinon il serait vraiment sorti pour le protéger. Il faut quand même traiter la zone. Pour ce faire, Guillaume utilise un insecticide naturel qui agit sur le système nerveux. Les frelons meurent d'asphyxie au bout de 3 à 10 minutes. C'est une espèce invasive, il détruit les abeilles, il détruit toute la biodiversité, il va se nourrir vraiment de tout ce qu'il trouve, donc il déstabilise complètement les écosystèmes, les chaînes alimentaires. Il vaut mieux le détruire au maximum, on n'arrivera jamais à l'éradiquer maintenant qu'il est dispersé dans la nature, c'est complètement impossible à éradiquer, il va falloir apprendre à vivre avec. En cette période de reproduction, Guillaume retire par jour 4 à 6 nids de frelons asiatiques ou européens. Voilà, elles font souvent rêver et sont toujours scénarisées, notamment rendues populaires par la série télé Les Experts. Les cellules d'identification criminelle de la gendarmerie veillent chaque jour à démasquer les apparences pour faire la lumière sur les scènes de crime. Alors du prélèvement des indices à l'analyse en laboratoire, les techniques employées sont de plus en plus performantes et permettent de résoudre des affaires, parfois des années après les faits. Visite dans les locaux de la CIC, cette brigade de l'Isère, avec Lucie Dailly de Télé Grenoble. À première vue, ces bouteilles rafraîchissent en cellules. Mais si elles séjournent dans cette cuve, c'est pour révéler leurs secrets. Dans quelques minutes, des particules de colle chauffées vont se déposer sur des empreintes digitales et les rendre visibles.
Démasquer les apparences, c'est la mission de la cellule d'identification criminelle de la gendarmerie qui doit contribuer à résoudre des enquêtes en observant, collectant et analysant tous les éléments matériels des scènes de crimes et délits. La première chose qu'on fait quand on arrive sur une scène de crime, d'abord, c'est de fixer les lieux avec des films, faire des photographies, faire des plans, des croquis, etc. etc. Ensuite, on va rechercher les différents indices qui vont nous permettre de mettre en cause un individu dans ce dossier. Les indices sont mis sous scellés et envoyés dans les locaux de la CIC où les techniciens procéderont à leur analyse. On a un stéréomicroscope qui va nous permettre d'agrandir les éléments pileux pour voir si effectivement on a des bulbes ou pas. On a des générateurs de lumière avec différentes longueurs d'onde qui nous vont permettre de mettre en évidence des traces qui sont invisibles à l'œil nu. Cet appareil, on appelle ça une vacuum box. Ça nous permet de faire des recherches de traces de foulage. Quand vous écrivez sur un cahier, on peut relire plusieurs feuilles après ce que vous avez noté. Au terme de la recherche, les gendarmes de la cellule d'identification criminelle rédigent leurs conclusions en élaborant différents scénarios. Et parfois des mois, voire des années après les faits, grâce au progrès des technologies et grâce aussi à la foi des enquêteurs et des gendarmes de la CIC, dont l'obstination a souvent permis de découvrir des traces inespérées, comme l'ADN de la petite Maëlys dans la voiture de Nordal-Lelandais. En Isère, chaque année, on recense 40 000 crimes et délits sur les 522 communes de la zone gendarmerie. Et de la gendarmerie aux sapeurs-pompiers dans ce journal, découvrons la formation des futurs soldats du feu. Mineurs, les jeunes sapeurs-pompiers, aussi appelés les JPS, sont formés généralement 1 ou 2 fois par semaine pendant plusieurs années. Au programme, éducation aux gestes de premier secours, techniques de lutte contre les incendies ou encore activités sportives pour ces pompiers en apprentissage. Un reportage passionnant de Canal 32 dans l'Aube, regardez. En avant, marche, gauche. Discipline, rigueur et conditions physiques, autant de qualités et de compétences demandées par l'école des jeunes sapeurs-pompiers. On les forme suivant un programme qui est progressif, suivant justement l'âge et adapté, avec pour objectif d'avoir un gain de temps de formation et d'avoir dès le recrutement en qualité de volontaire un pompier formé quasiment à 100%. Pendant 4 ans, à partir de 13 ans, les jeunes sont formés par des sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels bénévoles. Le plus compliqué pour former un jeune, on va dire que c'est surtout lui inculquer en fait une rigueur qu'il n'y a pas à l'extérieur souvent. On sait qu'il y a les études à prendre en compte. Voilà, on peut avoir le brevet ou même les premières épreuves du bac, mais il faut réussir à jongler entre les deux. Actuellement, dans l'Aube, 161 jeunes sapeurs-pompiers suivent la formation chaque samedi. Entre manœuvres et cours théoriques, le but, garder les élèves motivés. C'est un vrai corps, on essaye de créer une cohésion. On parle souvent de la grande famille des pompiers, on a aussi une grande famille chez les jeunes sapeurs-pompiers qui fait partie aussi de la famille des pompiers. La motivation est essentielle pour intégrer l'école des apprentis soldats du feu. J'aime être utile, j'aime venir en aide. C'est un tout, c'est les manœuvres, c'est l'équipe entre guillemets. J'ai voulu être ici parce que déjà le milieu des pompiers me plaît beaucoup. J'aime bien ce côté où on est formé pour après aller aider les gens. À l'issue de la formation, ils se voient remettre un brevet national qui leur permet d'être embauchés comme sapeurs-pompiers volontaires. Voilà, c'est une histoire de passion et de courage donc pour ces adolescents sapeurs-pompiers. Du courage justement, il faut en avoir un peu pour manger à 50 mètres de hauteur. Vous l'avez vu dans les titres, c'est l'expérience inédite qu'ont vécu récemment des clients au-dessus du lac Léman. Le principe est simple, partager le repas d'un grand chef à bord d'une plateforme dans un cadre à couper le souffle. Lucas Rouque a pris place autour de cette table étonnante, sensation garantie, avec la chaîne 8 Mont-Blanc, regardez. Perché à plus de 50 mètres de haut avec une vue à 360 degrés sur Thonon et le lac Léman, le tout autour d'un repas gastronomique, ça n'arrive pas tous les jours. Vous voici à bord de Dinner in the Sky, une expérience de tous les superlatifs. Est-ce qu'on arrive à réaliser ou pas? Regardez. Oui, on réalise bien. Vue de fou, on mange bien, c'est une super expérience. Après Monaco ou encore Bruxelles, le concept débarque cette semaine sur les rives du Léman avec un seul et même objectif,
celui de mettre en valeur le tissu local. On essaye de créer un lien avec le patrimoine gastronomique local. Donc par exemple ici, ce sont tous des chefs de la région qui viennent. On ne va pas demander à un chef de Paris par exemple de venir travailler, de venir cuisiner ici à Thonon-les-Bains. Pareil par rapport aux produits qui sont utilisés, ils vont travailler principalement les chefs ici avec des produits du terroir, mettre les produits du terroir en avant. Et donc l'idée c'est vraiment de faire découvrir, que ce soit à la population locale ou à des touristes éventuellement qui viennent de l'étranger, découvrir ces produits-là. Côté cuisine, c'est tout un challenge. Ils sont une poignée à cuisiner, dresser et servir les nombreux plats. On est 4 à servir 22 personnes dans un endroit assez restreint. Les mouvements sont assez sommaires, on peut pas se déplacer dans tous les sens. Donc ça doit être une organisation quand même assez rigoureuse pour pouvoir proposer ce type de menu-là. Ça fait bizarre les 3 premières secondes et voilà, c'est bon, on est atterri. C'était trop bien, mais c'est bête de redescendre. Si vous aussi vous voulez tenter cette expérience de haute voltige, il reste encore de rares places pour les prochains repas Dinner in the Sky du festival Tocan-Chablais. Voilà, et pour ceux qui ont le vertige, revenons sur Terre pour découvrir un site pour le moins étonnant, un écomusée de la brasserie. Témoin d'un savoir-faire historique, le site vosgien a été retenu par la mission Patrimoine et bénéficiera de financement pour sa rénovation. Fermée en 1975, la brasserie continue de vivre aujourd'hui grâce à quelques passionnés et amateurs de bière. Visite guidée tout en modération de Marie-Danielle Rogovitz et de Nicolas Brédard pour Vosges Télévisions. La salle de brassage, donc, elle a été refaite complètement en 1930 et c'est un bel exemple de ce qu'on appelle l'architecture art moderne. Jean-Aimé Morisot ne se lasse pas de faire visiter l'écomusée de la brasserie de Ville-sur-Illon. Ils sont une quinzaine de passionnés comme lui à faire vivre les lieux. Une souscription publique a été lancée, de quoi lever des fonds supplémentaires pour des travaux essentiels d'isolation comme ici, dans la salle des machines. Nous avons déjà fait beaucoup de travaux d'entretien, mais il reste encore donc beaucoup de toitures à rénover sur des parties de la brasserie qu'on aimerait donc intégrer dans le circuit de visite. Mais c'est l'histoire qui a séduit la mission du patrimoine, celle de ce bourg au riche passé où la fabrication de la bière a débuté au XVIIe siècle. Un savoir-faire qui prend une dimension industrielle grâce à un entrepreneur alsacien, Jacques Lobstein, qui fait bâtir dès 1887 la grande brasserie et malterie vosgienne. On produira à Ville-sur-Illon des bières réputées jusqu'en 1975. La salle de brassage art déco et son mobilier rappellent cet âge d'or. Mais à Ville-sur-Illon, le roi de la bière Gambrinus est toujours célébré par une joyeuse équipe de brasseurs bénévoles. Une dizaine de brassins ou cuvées sont réalisés chaque année et samedi dernier, on s'activait autour des cuves. Aujourd'hui, on est en train de préparer la première bière de Noël de l'année et on l'a fait comme elle était faite il y a 100 ans. Cette bière-là, elle était gardée pour les meilleurs clients de la brasserie et pour les brasseurs eux-mêmes. Donc c'était les étrennes des brasseurs. Avoir eu cette année les faveurs de la mission du patrimoine, cela valait bien une petite mousse avec modération. Sans modération cette fois-ci, la lecture est une activité essentielle à tous âges. Les férus de romans, de nouvelles, de BD ou encore de poésie connaissent sûrement la ville d'Ambierle, dans la Loire. Là-bas, la fête du livre, c'est un peu toute l'année. Jusqu'à 7 librairies étaient installées dans la commune. Alors aujourd'hui, elles ne sont plus que 3 avec le développement d'Internet. La passion pour la lecture et certains métiers du livre n'en restent pas moins tout à fait intacts, comme a pu le constater Céline Arcilia, la journaliste de TL7, la chaîne de la Loire. C'est en flânant dans le village d'Ambierle que l'on tombe naturellement chez une bouquiniste. Henriette propose une multitude de livres d'occasion, principalement des livres de poche ou pour enfants. Libraire, c'est sa deuxième vie, celle qu'elle a choisie au moment de la retraite par amour du livre. Si vous aimez lire, vous ne vous ennuyez jamais. Il y a des proverbes comme ça qui passent sur Internet. Si vous lisez, vous n'êtes jamais seul, vous ne serez jamais seul. Et les livres offrent une multitude de vies, les romans, les voyages. Dans le village, vous trouverez 3 libraires et au détour d'une rue, vous pourrez croiser le chemin de Dominique, le relieur du village. Toute l'année, il enseigne l'art de la reliure, comment coudre les pages, ajuster la couverture et enfin la recouvrir pour obtenir un objet unique. Un livre comme ça, regardez, il est plein de poussière, il est tout sale. On le nettoie. Là, ces livres-là, ils ont été faits il y a, je ne sais pas combien, là, peut-être maintenant une dizaine d'années. C'est quand même un petit peu plus présentable, quoi, hein. Et depuis quelques années, les connaisseurs utilisent aussi Internet pour chiner. On avait les collectionneurs
qui parcouraient la France, les villages du livre, cherchant le livre. Maintenant, ils restent chez eux et devant l'ordinateur, ils vont trouver leur livre. Donc toutes les boutiques, on vend aussi sur Internet. On a moins de clients dans les boutiques parce qu'ils peuvent acheter leurs livres ailleurs, même sur les marchés du livre. Si vous recherchez un livre en particulier ou si vous aimez juste découvrir des ouvrages, l'idéal est de venir flâner dans le village d'Ambierle où l'on fête le livre toute l'année. Flâner, vous y êtes aussi conviés à partir du 1er décembre prochain à Montauban. La ville accueillera la 5e édition francophone du Festival des Lanternes. Un événement haut en couleurs et onirique préparé actuellement par 80 artisans chinois, comme vous le voyez sur ces images de nos partenaires de La Dépêche du Midi. Les décors exigent un travail minutieux et une organisation au millimètre. Images et explications dans les coulisses de la préparation de l'événement, au micro de Clément Gassi. Nous sommes dans l'atelier de fabrication qui est exceptionnel cette année parce qu'il est protégé complètement. Il n'est pas dans le parc comme chaque année. Et nous avons tous les compartiments de la fabrication, que ce soit la fabrication des lanternes sur le plan du fer, les ateliers de peinture, les ateliers des couturières que nous avons ici. Et nous avons le stockage, bien sûr, des pièces des années passées que l'on va garder et que l'on va réutiliser. Il y aura par exemple un passage de lotus. On va rentrer dans un tunnel de lotus, dans les lotus. Ça ne s'est jamais fait. Et ça reste le plus grand festival des lanternes d'Europe. Voilà, le rendez-vous est donc pris à partir du 1er décembre à Montauban pour assister au Festival des Lanternes. Restons dans le sud-ouest de la France dans cette édition et plus précisément à Bordeaux où le musée d'Aquitaine vient d'inaugurer un parcours dédié aux personnes en situation de handicap sensoriel. Celui-ci permet notamment aux malvoyants de découvrir certaines œuvres historiques grâce au toucher. Concerne également l'ensemble du public qui peut profiter d'une nouvelle interactivité culturelle. Les précisions d'Alix Fourcade pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Au musée d'Aquitaine, on peut désormais toucher le palais Gallien. Florence est malvoyante et pour elle, c'est une première. Je ne suis pas de Bordeaux, et le palais Gallien, j'en avais beaucoup entendu parler. J'avoue que j'imaginais pas ça du tout comme ça. Ce que je trouve génial aussi, c'est cette démarche, finalement, d'avoir voulu être tellement précis dans la représentation pour qu'au final, nous, on puisse vraiment se faire une idée de comment était l'architecture de ce genre de bâtiment. Le musée d'Aquitaine propose depuis quelques mois un parcours sensoriel. 29 stations jalonnent l'exposition permanente avec des éléments à toucher, sentir, lire en braille et aussi dans les semaines à venir des vidéos à disposition sur des tablettes en langage des signes, synonyme d'une nouvelle indépendance au sein du musée pour les malentendants. C'est vrai que souvent quand il y a des projections, par exemple dans les musées, il n'y a pas toujours de sous-titres. Certaines pièces ont même été construites par des personnes handicapées en partenariat avec les associations Armélioration et le GIP, comme cette rosace dont Jean-Claude est très fier. Ça a représenté pas mal de temps passé. Sur les 150 000 visiteurs annuels du musée, 2000 sont en situation de handicap. Ce nouveau parcours a bien évidemment été réfléchi pour leur correspondre, mais aussi plus largement pour séduire tous les publics avec des propositions plus interactives. On est amené, musée, à essayer d'innover toujours et à proposer des choses différentes. Quitte à faire des choses différentes, il faut essayer d'englober le maximum de diversité dedans. Ce parcours sensoriel s'étend de la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine. Contemporaine, elle l'est assurément. La piscine de Doulien dans la Somme s'offre une nouvelle jeunesse et se convertit en écrin artistique, elle aussi. Voué à la démolition, le site a été investi par une vingtaine de graffeurs. L'agitation aquatique laisse place au silence du street art pour une exposition jusqu'à la fin de l'année. Un sujet de Jérémy Houbron pour WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord. Regardez. L'ancienne piscine municipale de Doulan revêt un nouveau visage. Dans le bassin, jusqu'aux vestiaires en passant par les douches, des créatures marines ornent désormais les murs de ce musée éphémère. Un adieu haut en couleur pour un lieu voué à la destruction. C'était notre piscine, quoi. C'est un peu nous qui s'en va avec, quoi. Actuellement, je trouve ça bien, ça lui offre une nouvelle chance. Des années qu'elle n'avait plus remis les pieds ici. Jacqueline redécouvre ce lieu où elle a travaillé 25 ans. Vous la reconnaissez, votre piscine ? Si je regarde pas les dessins, oui, parce qu'on y a tellement vécu des heures ici. Mais bon, c'est nous qui avons commencé le premier Téléthon ici.
qu'on avait fait le premier téléthon de la région. Avec le projet Transition la piscine, le pôle des cultures urbaines de la Somme a réuni 17 street artistes venus de toute la France. Entre peinture, collage et trompe-l'œil, les techniques se sont entremêlées pour créer une immersion quasi totale. On a 2 artistes qui sont derrière nous qui s'appellent Nikita et Sueo qui eux sont vraiment spécialisés dans les anamorphoses au sol. Donc on a laissé vraiment carte blanche aux artistes avec simplement une ligne directive qui était le milieu naturel en fait aquatique. Ce nouveau souffle, la municipalité y tenait. En avril dernier, après 40 années de service, l'espace de loisirs fermait ses portes prématurément. En cause, une avarie technique. Les visiteurs ont jusqu'au 30 décembre pour profiter de l'exposition. Ensuite, la piscine Marc Revaux s'éteindra définitivement pour laisser la place à une résidence senior. Voilà, c'est la fin de cette édition du Grand JT des Territoires. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.